Mes parents m'ont abandonné aux funérailles de mon bébé pour une fête à la piscine. Ce n'est qu'un bébé. La fête de ton frère est plus importante. J'ai enterré mon enfant seul. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Je m'appelle Claire Mercé. J'ai 31 ans. Et le jour où j'ai enterré ma petite fille, je me tenais à côté d'un minuscule cercueil blanc, complètement seul. Pendant que mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans la poche de mon manteau. Avec des messages que je refusais d'ouvrir. Je savais déjà ce qu'ils étaient. Des rires, de la musique, la lumière du soleil se reflétant sur l'eau bleue, une fête au bord de la piscine. Moins d'une heure plus tôt, ma mère m'avait laissé un message vocal qui m'avait glacé le sang. Elle m'a dit d'arrêter de tout rendre si dramatique. Elle m'a dit que l'événement de mon frère avait des invités importants et que les gens comptaient sur la présence de la famille. Puis elle a prononcé les mots qui ont divisé ma vie en un avant et un après. Ce n'est qu'un bébé. Mes mains n'ont pas tremblé quand je l'ai entendu. Elles sont devenues immobiles. J'ai signé les papiers des funérailles, j'ai écouté le pasteur demander si je voulais un moment privé en famille, et j'ai presque ri. Parce qu'il n'y avait pas de famille derrière moi. Il n'y avait que moi, une couverture pliée qui sentait encore la lotion pour bébé et un chagrin si vif qu'il semblait plus pur que la colère. Toute ma vie, j'avais été la fille dont on attendait qu'elle comprenne, pardonne et reste silencieuse. La facile, la fiable, celle qui ne faisait jamais de scène, ne gâchait jamais le bon temps de quelqu'un d'autre, ne demandait jamais plus que des miettes d'attention. Mais quand j'ai regardé des étrangers descendre ma fille de 4 mois dans la terre, pendant que les personnes qui auraient dû se tenir à mes côtés choisissaient plutôt les cocktails et les bouées de piscine, quelque chose en moi s'est finalement glacé. Il pensait que j'allais rentrer chez moi et pleurer. Il pensait que le chagrin me rendrait faible. Il n'avait aucune idée que le fait d'enterrer mon enfant seul était la dernière fois que je les protégerais. Si votre propre famille choisissait le confort plutôt que votre douleur, leur pardonneriez-vous? Ou serait-ce le jour où vous cesseriez de leur trouver des excuses pour toujours? Ayant grandi à Scottsdale, en Arizona, j'ai appris très tôt que dans notre maison, l'amour se mesurait aux applaudissements. Et les applaudissements suivaient toujours mon jeune frère, Chase Mercé. Mon père Daniel disait que Chase avait le genre de confiance qui poussait les gens à lui faire confiance pour n'importe quoi. Tandis que ma mère Suzanne adorait l'appeler notre petite étoile devant les amis de l'église, les voisins, les professeurs. Quiconque voulait bien l'écouter. Chase souriait facilement, parlait comme si chaque pièce lui appartenait, et parvenait à transformer même des réussites moyennes en célébrations familiales. S'il entrait dans l'équipe junior, il y avait un dîner au steak. S'il vendait des billets de tombola pour l'école, mes parents racontaient l'histoire pendant des semaines. S'il oubliait de faire quelque chose d'important, ma mère appelait ça une courbe d'apprentissage. J'étais différente. J'étais plus calme, plus observatrice. La fille qui dessinait pendant des heures, obtenait des A partout, et apprenait à ne pas attendre grand-chose quand je faisais quelque chose de bien parce qu'il y avait toujours une raison pour que ça compte moins que ce que Chase avait en cours. Quand j'ai gagné un concours d'art pour jeunes à l'échelle de l'État à 17 ans, ma mère m'a serré dans ses bras dans le hall de l'auditorium, a pris une photo rapide, puis a murmuré que nous devions partir tôt car Chase avait un cocktail de golf caritatif avec des enfants du country club. Et ces relations comptent. Je me souviens être resté là avec mon certificat encore à la main, regardant mes parents me faire sortir par une issue de secours pendant que d'autres familles restaient pour célébrer leur fille. Un an plus tard, quand j'ai été accepté à l'Arizona cet été que j'ai annoncé que je voulais étudier l'éducation et l'art, mon père a souri de la manière dont les gens sourient quand ils essaient de ne pas être impolis et a dit « C'est bien, Claire ? Mais j'espère que tu sais que l'enseignement ne te rendra pas vraiment indépendante. » 2 jours plus tard, Chase a mentionné qu'il pourrait essayer l'immobilier. Un jour parce qu'il aimait parler aux gens. Et soudain, mes parents disaient à
Tout le monde qu'il avait un instinct naturel pour les affaires. C'était notre famille en une phrase. Je faisais le travail. Il avait la mythologie. Au moment où je suis devenue enseignante d'art en école primaire à Scottsdale, j'étais déjà habituée à être qualifiée de pratique, douce, fiable. Tous les mots que les gens utilisent quand ils veulent votre travail mais pas votre projecteur. Mon travail correspondait parfaitement à ce rôle. Je passais mes journées à aider les enfants à se sentir vus, remarqués, encouragés, puis je rentrais chez moi dans une famille qui me traitait comme si je devais être reconnaissante. Juste d'être incluse. Pendant ce temps, Chase, maintenant un agent immobilier de luxe qui vendait des maisons avec vue sur le désert à des gens avec plus d'argent que de goût, est devenu exactement le genre de fils que mes parents avaient toujours imaginé. Il portait des chemises sur mesure, conduisait une BMW en leasing, postait des photos à côté de piscines à débordement et d'annonces à $1 million, et parlait de construire un réseau de la même manière que les prédicateurs parlent de la foi. Ma mère adorait le présenter à chaque réunion. Celui-là ira loin, disait-elle, la main sur son bras, les yeux brillants. À mon sujet, elle disait des choses comme « clair et si maternelle », ce qui semblait gentil jusqu'à ce que vous entendiez la différence. Chase était l'avenir. J'étais utile. Ce vieux déséquilibre nous a suivis à l'âge adulte si naturellement qu'au moment où j'ai remarqué à quel point il façonnait encore profondément ma vie, j'avais déjà passé des années à m'y adapter. J'ai arrêté de partager les bonnes nouvelles à moins que quelqu'un ne me le demande. J'ai appris à sourire à travers les interruptions. Je suis devenu très doué pour réduire mes propres sentiments afin de maintenir la paix. Et le pire, c'est que je continuais d'espérer qu'une étape majeure, un événement de vie indéniable forcerait enfin ma famille à me voir clairement. Je n'avais juste jamais imaginé que cette étape serait la maternité, ni que même cela ne suffirait pas. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'avais 29 ans, fraîchement séparée d'un homme qui avait prouvé qu'il pouvait disparaître dès que la responsabilité cessait d'être romantique, et terrifiée de manière que je n'admettais pas toujours à voix haute. Mais sous la peur, il y avait l'espoir. Un espoir réel et humiliant. Je pensais que peut-être ce bébé changerait la forme de ma famille. Je pensais que peut-être mes parents s'adouciraient en me voyant devenir mère. Je pensais que peut-être Chase arrêterait de traiter chaque conversation comme une compétition une fois qu'il y aurait un vrai nourrisson dans la pièce. Je pensais beaucoup de choses stupides à l'époque parce que je voulais encore croire que le sang signifiait quelque chose de sacré. Ma fille Rosie est née prématurément après une grossesse difficile et a passé ses premières semaines sous une surveillance médicale attentive. Elle était minuscule, le visage rouge, têtue et parfaite. La première fois qu'elle a enroulé ses doigts autour des miens, j'ai ressenti un amour si féroce qu'il a fait paraître toutes mes anciennes blessures plus petites. Soudain, j'ai compris ce que la protection était censée être. J'ai envoyé à mes parents des photos de l'hôpital, des vidéos de Rosie en train de bâiller, ses premiers bruits doux, la façon dont elle plissait le nez dans son sommeil. Ma mère répondait toujours, éventuellement, mais jamais comme je l'espérais. Mignonne petite chose, a-t-elle texté une fois, puis a enchaîné avec. N'oublie pas le brunch portes ouvertes de Chase samedi. Une autre fois, j'ai envoyé une vidéo de Rosie souriant dans son berceau, et Suzanne a répondu avec un emoji cœur avant de me demander si je pouvais l'aider à adresser des enveloppes pour le prochain événement de remerciement des clients de Chase parce que mon écriture était plus classe que la sienne. Mon père était légèrement meilleur dans le ton, mais pas sur le fond. Daniel disait « Comment va le bébé ?» et 30 secondes plus tard, il passait à une histoire sur Chase montrant une maison à un ancien joueur de la NFL. C'était comme si Rosie existait dans leur esprit comme une note de bas de page sentimentale tandis que l'agenda social de Chase restait l'intrigue principale. J'ai essayé de l'ignorer. J'étais épuisé.
En convalescence, corrigeant des projets d'art, me réveillant toutes les quelques heures pour nourrir un nouveau-né fragile, et trouvant encore des excuses pour des gens qui ne prenaient pas la peine de me donner la priorité. Mais le schéma est devenu impossible à ignorer. Quand Rosie a eu une alerte respiratoire et que j'ai passé une nuit entière aux urgences, ma mère m'a dit qu'elle était désolée mais ne pouvait pas partir car elle avait promis d'aider à organiser une célébration de réseautage au bord de la piscine pour Chase dans une propriété de Paradise Valley. Le lendemain. Tu sais à quel point ces clients sont importants, a-t-elle dit comme si cela expliquait quoi que ce soit. Quand j'ai demandé à mon père s'il pouvait au moins passer à l'hôpital. Pendant une heure, il a répondu, Claire, ta mère est débordée et Chase a beaucoup d'enjeux avec ça. Tiens-nous au courant. Tiens-nous au courant, comme si j'étais une application météo. Pas leur fille, pas la mère de leur petite fille allongée sous les lumières fluorescentes de l'hôpital. Rosie est rentrée à la maison, mais elle est restée médicalement vulnérable. J'ai appris à vivre avec les moniteurs, les rendez-vous chez les spécialistes, le pouls constant d'une peur de bas niveau. À travers tout cela, Chase continuait de graviter dans la vie de famille comme un homme convaincu que l'univers ne devrait jamais tamiser sa lumière. Il avait récemment commencé à sortir avec la fille d'un riche promoteur immobilier. Et soudain, tout dans le monde de mes parents tournait autour de la question de savoir si cette relation mènerait à de plus gros clients, de plus grands cercles, un meilleur statut. Suzanne parlait d'eux. La famille de la petite amie comme les gens parlent des numéros gagnants du loto. Daniel a commencé à appeler Chase, celui qui va enfin élever cette famille. Je me souviens avoir entendu ça en berçant Rosie sur mon épaule après une tétée difficile et en pensant, et moi, alors? Qu'est-ce qu'elle est? Elle? Pourtant, je continuais à tendre la main. J'ai invité mes parents à la bénédiction des 4 mois de Rosie à l'église. Suzanne a dit qu'elle avait un conflit avec l'un des lancements de listing de Chase. J'ai demandé à Daniel s'il pouvait passer la tenir pour que je puisse prendre une douche après une semaine difficile. Il m'a dit que son dos le faisait souffrir, puis a posté une photo cet après-midi-là d'un déjeuner sur un toit avec Chase et des investisseurs. Au moment où la santé de Rosie a commencé à s'aggraver pour de vrai, une partie têtue de moi savait déjà que j'allais être seul. Les médecins m'ont prévenu. Aussi gentiment que possible que son état était instable. J'ai envoyé cette mise à jour dans le chat de groupe de la famille. Chase a répondu 3 heures plus tard. Avec un pouce levé, je prie, puis a posté une story d'une installation de piscine de luxe chez un client. Suzanne a appelé ce soir-là, mais pas pour me demander ce dont j'avais besoin. Elle voulait savoir si je pensais que déplacer la date de la célébration au bord de la piscine de Chase semblerait faible aux yeux du genre de personne qu'il essayait d'impressionner. J'ai fixé le mur. Pendant qu'elle parlait et j'ai réalisé qu'elle ne s'entendait même plus. Ma fille se battait pour vivre et ma mère me demandait mon avis sur l'image que renverrait une fête. Quelques semaines plus tard, Rosie est morte dans mes bras. Juste avant l'aube. Le monde ne s'est pas brisé comme le promettent les films. Il s'est rétréci. Les infirmières étaient gentilles. La chambre était trop silencieuse. Mon corps attendait toujours son poids même après qu'on me l'ait enlevé. J'ai appelé mes parents en premier parce qu'un réflexe plus ancien que la logique m'a poussé à le faire. Suzanne n'a pas répondu. Daniel si. Il a écouté. Pendant exactement 6 secondes, puis a dit, ta mère est en plein milieu des derniers préparatifs pour l'événement de Chase, Claire. On trouvera une solution. C'est à ce moment-là que l'espoir a finalement commencé à pourrir. Les funérailles de Rosie ont été fixées pour 2 jours plus tard. J'ai texté la date, l'heure, l'adresse de la chapelle, l'emplacement du cimetière. Suzanne a répondu par un seul message. On essaiera. Chase ne l'a jamais mentionné du tout. Le matin des funérailles de Rosie, le ciel au-dessus de Phoenix était dur.
Et brillant de cette manière cruelle de l'Arizona, comme si même la lumière du soleil n'avait plus de pitié. Je me suis habillé en noir avec des mains qui semblaient détachées du reste de moi. J'ai enroulé la couverture de Rosie dans mon sac de manteau parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de la laisser derrière moi et j'ai conduit jusqu'à la chapelle en silence. Tout le long du trajet, je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, non pas parce que je m'attendais vraiment à ce que ma famille vienne, mais parce qu'une partie pathétique du deuil négocie encore avec la réalité, même après que la réalité se soit clairement manifestée. Le premier appel manqué venait d'un fleuriste qui posait une question sur un ruban sur l'arrangement. Le second venait de Megan Walsh, ma meilleure amie et collègue enseignante, qui était déjà à la chapelle à m'attendre. Puis 23 minutes avant le service, le message vocal de Suzanne est arrivé. Je me souviens encore de chaque mot car ils se sont gravés en moi. Sa voix était nette, impatiente, presque distraite par le brouhaha de fond et les bruits d'éclaboussure. Claire, s'il te plaît, arrête d'appeler. On ne peut pas simplement abandonner l'événement de Chase maintenant. Des gens importants sont là. Tu dois arrêter de tout rendre plus difficile que ça ne l'est déjà. Ce n'est qu'un bébé et la fête de ton frère est plus importante aujourd'hui qu'une autre scène. On parlera plus tard quand tu seras plus calme. Je l'ai écouté. Une fois, puis deux. Puis j'ai verrouillé mon téléphone parce que si je l'avais entendu une troisième fois dans ce parking, j'aurais peut-être crié. Au lieu de cela, je suis entré dans la chapelle avec le visage engourdi et j'ai laissé Megan me prendre le coude sans dire un mot. Le service lui-même s'est déroulé par fragments. La voix adoucie du pasteur, les fleurs blanches, le minuscule cercueil qui semblait impossible et obscène, le sentiment que des étrangers étaient plus doux avec la mémoire de ma fille que sa propre famille de sang ne l'avait été. Quand le pasteur a demandé si la famille voulait un dernier moment privé avant l'enterrement, il y a eu une pause assez longue pour que tout le monde comprenne. Megan s'est approchée. Une de mes collègues plus âgées se tenait derrière moi. Aucun mercé n'a bougé. J'ai enterré mon enfant avec des amis, des collègues, et deux femmes de l'église qui me connaissaient à peine. Mais qui sont venues quand même parce qu'elles ont dit, aucune mère ne devrait se tenir seule. Ce simple fait m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qu'était vraiment la famille. Après l'enterrement, alors que je fixais encore la terre fraîche comme si mon cerveau n'avait pas encore rattrapé la finalité de la chose, Megan m'a touché le bras et m'a demandé si nous pouvions nous asseoir dans sa voiture une minute. Au moment où les portes se sont fermées, elle a tourné son téléphone vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Un mélange de fureur et d'incrédulité. Sur l'écran, il y avait une story des réseaux sociaux d'un des invités de Chase. Une longue piscine scintillait sous le soleil. Des flûtes de champagne s'entrechoquaient. Chase se tenait en bras de chemise et souriant près d'une table de brunch traiteur. Suzanne riait à côté de lui sous un large chapeau de soleil. Daniel tenait la cour près du grill. Sur la vidéo, l'invité avait écrit « Famille parfaite, journée parfaite ». Je pense que la seule raison pour laquelle je n'ai pas vomi, c'est que le chagrin m'avait déjà vidé. Puis, Megan m'a montré quelque chose de pire. Quelqu'un à la fête, essayant probablement de paraître sympathique, avait posté « Nous gardons les mercés » dans nos prières pendant que Claire a demandé un adieu privé aujourd'hui. Ah. Demander un adieu privé. Ma mère n'avait pas seulement manqué les funérailles de Rosie. Elle avait menti à ce sujet. Elle avait transformé mon abandon en ma préférence, mon isolement en son excuse. Ce mensonge a changé quelque chose en moi plus vivement que le message vocal ne l'avait fait. La cruauté était une chose. La cruauté déguisée en innocence en était une autre. Je me suis assise sur le siège passager de Megan, toujours dans mes vêtements de deuil, et j'ai
Écoutez le bourdonnement de la climatisation pendant que mon esprit devenait soudainement très clair. Pas plus bruyant, pas plus sauvage, juste froidement précis. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai sauvegardé le message vocal de Suzanne. À 3 endroits différents. J'ai fait une capture d'écran de mes textos des funérailles avec la date et l'heure. J'ai fait une capture d'écran des appels sans réponse que j'avais fait ce matin-là. J'ai pris une photo du programme de Rosie posée sur mes genoux. J'ai sauvegardé la fête au bord de la piscine. Puis, j'ai demandé à Megan de m'envoyer toutes les captures d'écran qu'elle avait des invités prétendant que je voulais de l'intimité. Elle l'a fait instantanément. Claire, dit-elle prudemment. Quoi que tu penses, assure-toi que c'est pour toi, pas pour eux. J'ai baissé les yeux sur la couverture pliée dans mes mains. Et j'ai réalisé que pour la première fois de ma vie, ces deux choses étaient les mêmes. Il ne s'agissait pas de créer un drame. Il ne s'agissait pas de vengeance. Au sens puéril du terme. Il s'agissait de refuser de laisser les personnes qui ont abandonné ma fille contrôler également l'histoire de ses funérailles. Il s'agissait de la vérité, et la vérité, j'avais enfin appris, peut ruiner les bonnes personnes plus vite que n'importe quel cri. Le service s'est terminé. Juste après midi. L'événement de Chase, selon les stories taguées, battait encore son plein. Les invités importants étaient toujours là. La famille de sa petite amie était là. Des clients potentiels étaient là. La foule de l'église à laquelle ma mère tenait tant était là. Ma famille avait choisi l'endroit où les apparences comptaient le plus. Très bien. C'est là que la vérité allait les rencontrer. Je ne suis pas rentré chez moi. Je me suis assise avec Megan dans le parking du cimetière, j'ai composé un message, je l'ai déchiré, je l'ai reconstruit, puis je l'ai sauvegardé en tant que note jusqu'à ce que je puisse respirer sans trembler. Ce n'était pas une diatribe. Ce n'était pas théâtral. C'était simple, documenté, impossible à rejeter. Au moment où j'ai finalement tourné la clé dans le contact, je savais exactement ce que j'allais faire. Il avait passé les funérailles de ma fille à protéger une fête au bord de la piscine. J'allais faire en sorte que ce choix leur coûte tout ce qu'ils chérissaient le plus. J'ai attendu l'heure où les fêtes sont les plus bruyantes. Et où les gens sont le moins préparés à avoir honte. À 14h17, garé sous un mesquite devant une pharmacie parce que j'avais besoin d'un endroit ordinaire. Pour faire quelque chose d'irréversible, j'ai ouvert le chat de groupe de la famille Mercé. Le fil de discussion des parents éloignés que Suzanne utilisait pour les vacances et une liste de contacts que Megan m'avait aidé à construire. À partir des noms liés aux publications de la fête au bord de la piscine. Je n'ai pas envoyé de messages différents. J'en ai envoyé un. Il disait « Maman », puisque plusieurs personnes ont été informées que je demandais de l'intimité. Aujourd'hui, je voulais partager ce qui m'a été réellement dit lorsque mes parents ont choisi la fête au bord de la piscine de Chase plutôt que les funérailles de Rosie. Ma fille a été enterrée à midi. Je l'ai enterrée sans ses grands-parents. 6 juin le programme des funérailles, l'heure à laquelle j'ai envoyé les détails, les appels sans réponse, et le message vocal que ma mère a laissé alors que j'étais en route pour la chapelle. En dessous, j'ai joint la photo du programme commémoratif de Rosie, les captures d'écran de mes textos. Avec la date des funérailles et l'adresse de la chapelle, les appels manquaient de ce matin-là, et le fichier audio. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Pendant 5 secondes, rien ne s'est passé. Puis le message s'est affiché comme livré, puis lu. Puis le chaos s'est déplacé plus vite que la pensée. Mon téléphone s'est allumé d'abord avec le nom de Suzanne. Je l'ai laissé sonner une fois et j'ai refusé. Daniel a appelé ensuite, puis Chase, puis 3 parents, puis Susanna. Nouveau. Je les ai tous ignorés et j'ai regardé le fil de messages entrants. Commencer à se fissurer. Ma tante Linda a répondu la première avec « Suzanne.
S'il te plaît, dis-moi que c'est un faux. Un cousin a écrit, quel message? Vocal? Un autre parent, une des femmes de l'église qui adorait ma mère, a envoyé, Claire, il y a sûrement eu un malentendu. Avant même que je puisse décider de répondre, une nouvelle story est apparue en ligne de la fête. La caméra était tremblante maintenant. Pas de musique. Quelqu'un avait fait un panoramique vers un groupe d'invités immobiles, téléphone à la main. En arrière-plan, j'ai pu entendre une femme dire « Oh mon Dieu !» et une autre voix murmurer. Elle a dit quoi? Je n'avais pas besoin d'une place au premier rang pour imaginer le reste. Quelque part au bord de cette piscine, un invité avait ouvert mon message, puis un autre, jusqu'à ce que le mensonge que mes parents avaient fait flotter tout l'après-midi se dissolve d'un seul coup. J'ai finalement répondu à Chase au 4e appel parce que je voulais qu'au moins l'un d'eux entende à quel point j'étais calme. Il n'a pas pris la peine de dire « Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bordel ?» a-t-il crié, sa voix se brisant de panique plus que de chagrin. As-tu la moindre idée de qui est ici? Sais-tu ce que tu viens de faire? Je me suis penché en arrière sur mon siège et j'ai regardé l'enseigne de la pharmacie du centre commercial en face de moi. Oui, ai-je dit. J'ai dit la vérité. Il a juré, puis a baissé la voix comme s'il s'éloignait des invités. Tu ne pouvais pas attendre. Tu n'aurais pas pu gérer ça en privé. L'audace de cette phrase m'a presque fait rire. En privé, ai-je dit. Comme les funérailles de Rosie, comme le moment privé où ta mère a dit qu'elle comptait moins que ta fête. Il a commencé à dire que ce n'était pas sa faute, que ça n'avait rien à voir avec lui, que des gens importants entendaient des choses hors contexte. Je l'ai interrompu. Ça avait tout à voir avec toi, ai-je dit. Tout a toujours à voir avec toi dans cette famille. Aujourd'hui, c'était juste la première fois que j'arrêtais de protéger ça. Il est resté silencieux un instant, puis a lâché, tu ruines ma vie pour un seul message vocal. Et voilà. La chose là. Plus pure qu'il ait dite de toute la journée. Pas pour un enfant mort. Pas pour ce que ses parents avaient fait. Pour un seul message vocal. Pour les conséquences. Non, ai-je répondu. Ta vie est ruinée par la vérité que ta famille a dite quand ils pensaient que je resterais silencieuse. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 10 minutes plus tard, Megan m'a envoyé par texto une capture d'écran de quelqu'un qui était encore à la fête. Suzanne se tenait près du petit bain de la piscine, le visage blanc étendu, une main sur la bouche, tandis que Daniel se disputait avec un grand homme en lin à côté de la table du traiteur. La petite amie de Chase, Adley, n'était nulle part près de lui. Un autre invité avait posté une seule ligne sur une story. Noire et vide. Certaines choses sont trop laides pour être célébrées. Je ne prétendrai pas avoir ressenti de la joie à ce moment-là. Les histoires de vengeance donnent toujours l'impression que la justification a un goût sucré. La mienne avait le goût de l'adrénaline et de la cendre. Ma fille était toujours partie. Aucun message ne pouvait changer ça. Mais ce que j'ai ressenti, c'était une libération. Le genre de libération qui vient quand la vérité quitte enfin votre corps et cesse de vous empoisonner de l'intérieur. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Adley, la petite amie de Chase, dont je n'avais le numéro que parce qu'elle m'avait une fois envoyé un texto à propos d'une liste de cadeaux pour une baby shower. Son message était court. Susanna. Vraiment dit ça? J'ai envoyé le fichier audio seul. Rien d'autre. 3 minutes. Plus tard, mon téléphone a sonné de nouveau de Suzanne, puis de Daniel, puis de Suzanne, puis de Adley, puis de Daniel une fois de plus. Finalement, un texto de ma mère est arrivé,
dépouillé de tout son vernis habituel. Retire ça tous deux. Suite. Tu humilies cette famille devant tout le monde. On allait t'expliquer. Plus tard. Expliquer quoi? Que mon enfant méritait moins parce que Chess avait des investisseurs potentiels au bord d'une piscine. Que le deuil devait attendre après les amuse-gueules. J'ai tapé une seule phrase en retour. Vous avez eu votre chance d'expliquer quand j'ai appelé du cimetière. Elle a répondu instantanément, tu es vicieuse. Ce mot s'est posé sur moi plus doucement qu'elle ne l'avait prévu, car il prouvait qu'elle ne comprenait toujours pas. Raconter la vérité sur ce que quelqu'un vous a fait n'est pas vicieux. S'attendre au silence après la cruauté, ça l'est. L'heure suivante s'est transformée en un effondrement public. Les parents m'ont envoyé des messages les uns après les autres. Certains s'excusant d'avoir cru Suzanne. Certains me demandant si j'étais en sécurité. Certains essayant d'adoucir les choses avec, ils ne le pensaient sûrement pas comme ça. Mais l'audio rendait toute tentative d'adoucissement impossible. Il y a une limite à jusqu'où l'image peut s'étirer une fois que les gens entendent le mépris dans la voix originale. Megan renifle continuait de me fournir des mises à jour de contact à la fête. Adli avait confronté Chase devant ses parents. Une famille de clients plus âgés est partie sans manger. Une amie de l'église aurait apparemment dit à Suzanne, je ne sais pas comment on se remet de ça. Daniel avait essayé de rassembler les invités pour un toast, et presque personne n'avait levé son verre. Quelque part entre les crevettes du traiteur et les coûteux entre deux tables floraux, l'après-midi parfait de ma famille avait tourné au vinaigre, se transformant en quelque chose qu'il ne pouvait ni contrôler ni nier. Je suis resté exactement où j'étais jusqu'à ce que le soleil commence à décliner et que le flot d'appels ralentisse juste assez pour que le silence m'atteigne. Puis un dernier message vocal est arrivé, cette fois de Daniel. Son ton avait complètement changé. Pas de colère, pas d'autorité, juste de l'attention. Claire, a-t-il dit. S'il te plaît, les gens partent. Chase dit que Adli est rentrée chez elle avec ses parents. Ta mère s'effondre. Quel que soit le point que tu voulais faire valoir, tu l'as fait. Appelle-nous pour qu'on puisse arranger ça. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. C'était ça, la phrase, n'est-ce pas? Arranger ça, pas arranger ce qui m'a été fait. Réparer les dommages pour eux. Ils pensaient toujours que l'urgence était la fête. Ils pensaient toujours que mon rôle était le nettoyage. J'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois de la journée et je suis rentré chez moi avec la couverture de Rosie sur le siège passager. Tandis que derrière moi, quelque part, à Paradise Valley, une fête au bord de la piscine construite sur les funérailles de ma fille s'effondrait sous le poids d'une chose simple que ma famille n'avait jamais assez respectée. La vérité. Je n'ai pas entendu le reste des retombées en temps réel car j'ai laissé mon téléphone éteint jusqu'après minuit, j'ai pris une douche en silence, je me suis assise sur le sol de ma cuisine avec la couverture de Rosie sur mes genoux, et j'ai laissé l'adrénaline s'écouler de moi. Par vagues. Mais le lendemain matin, quand j'ai rallumé mon téléphone, l'histoire s'est reconstituée rapidement. Il y avait 62 messages, 9 messages vocaux, et un email de la maison funéraire me demandant si j'allais bien parce qu'apparemment Suzanne avait essayé d'appeler là-bas pour me chercher après que j'ai arrêté de répondre. Megan est venue avec du café, s'est assise en face de moi à la table, et m'a aidé à trier ce qui comptait de ce qui n'était que du bruit. La mère de Adli l'avait emmenée, et avait quitté la fête presque immédiatement après avoir entendu le message vocal. Un des plus gros clients potentiels de Chase, un promoteur dont la femme présidait plusieurs conseils d'administration de charité, est parti juste derrière eux. Et a plus tard texté à quelqu'un qu'il ne faisait pas affaire avec des familles qui traitent les enfants morts comme des conflits d'horaires. Suzanne avait apparemment essayé de
coincer des invités et d'insister sur le fait que j'étais mentalement instable à cause du deuil, mais l'audio a fait s'effondrer cet angle avant même qu'il ne puisse respirer. Daniel s'est disputé violemment avec un de ses amis de l'église, qui lui a dit sans détour que s'il pouvait soutenir ses paroles, il n'était pas l'homme que tout le monde pensait qu'il était. Chase, au milieu de tout ça, a commencé à blâmer tout le monde sauf lui-même. D'abord Suzanne pour avoir laissé le message vocal, puis Daniel pour ne pas m'avoir arrêté, puis moi pour avoir instrumentalisé le deuil, et enfin Adli pour avoir fait une scène en refusant de rester. À la fin de l'après-midi, selon 3 messages distincts d'invités différents, la fête s'était vidée en fragments embarrassés. Des verres à moitié. Bus transpirait sur les tables d'appoint. Les plateaux de nourriture restaient intacts. Une piscine pleine de reflets de soleil continuait de scintiller comme si la journée était encore belle. Tandis que tout ce que ma famille appréciait dans cet événement, le statut, l'admiration, l'élan, l'image, se vidaient de son sang tout autour. L'appel le plus révélateur est venu de ma cousine Erika, qui n'avait jamais pris mon parti dans aucun conflit familial auparavant. Elle a laissé un message vocal disant « Claire, je ne sais pas si tu veux avoir de mes nouvelles, mais je dois dire ça. J'étais là. On nous a tous dit que tu voulais de l'intimité. Ta mère a dit que venir ne ferait que te contrarier. Que le service du bébé était très petit et intime. Puis ton message est arrivé. Et tout le monde a écouté. Personne ne savait. Je suis tellement désolé. Ces excuses comptaient moins que ce que les gens pensent que les excuses devraient compter, mais elles ont confirmé la vérité que je connaissais déjà. Suzanne et Daniel n'avaient pas simplement choisi l'événement de Chase. Ils avaient activement réécrit l'histoire pour se protéger. Ce mensonge était la raison pour laquelle je n'ai pas répondu lorsque mes parents se sont présentés devant mon appartement à 10 h le lendemain matin. Je les ai vus à travers la caméra de l'immeuble. Ma mère avec des lunettes de soleil surdimensionnées malgré l'ombre. Mon père ayant l'air 10 ans plus vieux qu'il y a 2 jours. Et pendant une seconde de faiblesse, une vieille habitude en moi a presque ouvert la porte. Puis je me suis souvenu du cimetière, du message vocal, des mensonges au bord de la piscine, et je suis resté où j'étais. Ils ont sonné 3 fois. Daniel a appelé du hall. Suzanne a texté, « S'il te plaît, nous devons parler en personne. » Les gens disent des choses horribles. Encore une fois, pas à propos de Rosie. À propos d'eux-mêmes. Megan, qui était toujours avec moi, a regardé vers la porte et a demandé doucement, « Tu veux que je leur dise de partir ?» J'ai secoué la tête et j'ai laissé le silence le faire. Finalement, Daniel a laissé une note manuscrite au concierge. Elle disait, « Ça a été trop loin. Quoi qu'il soit arrivé, on peut s'en sortir en famille. Ne punis pas ta mère éternellement. Pour une seule terrible erreur. Une seule terrible erreur. » Cette phrase m'a plus enragé que n'importe quel cri n'aurait pu le faire, car elle réduisait toute l'architecture de ma vie à un seul moment malheureux. Comme si les funérailles de Rosie étaient un dérapage accidentel plutôt que le point culminant prévisible de décennies de favoritisme. Je n'ai pas répondu à la note. Je l'ai déchiquetée et j'ai mis les morceaux à la poubelle sous le marc de café. Au cours de la semaine suivante, les conséquences se sont aggravées de manière que mes parents ne pouvaient pas dissimuler. Adli a rompu sa relation avec Chase. Pas publiquement, mais de manière assez décisive pour que ça se sache. Quand même. Une des femmes du cercle de l'église de sa famille a dit à la tante de Megan qu'aucune famille décente ne se lierait à des gens qui qualifiaient un nourrisson mort de « juste un bébé ». Chase a perdu au moins une opportunité de listing majeur après que la femme du promoteur ait discrètement dit à d'autres qu'il trouvait sa famille socialement radioactive. Suzanne a arrêté de se présenter aux réunions du ministère des Femmes à l'église parce que trop de gens avaient entendu le message vocal. Daniel a essayé de continuer à faire comme si tout était normal,
mais apparemment personne à son club de golf ne voulait s'asseoir avec lui sans mentionner ce qui s'était passé. Une famille comme la nôtre peut survivre à la cruauté privée pendant des générations. C'est la conséquence publique qui les choque. Et pourtant, à travers tout cela, ils m'ont contacté, non par remords, mais par désespoir. Suzanne a envoyé de longs textos sur sa tension artérielle, son humiliation, les chuchotements qu'elle devait endurer. Daniel a écrit que l'avenir de Chase était en train d'être détruit à cause de quelque chose entre nous. Chase lui-même m'a envoyé une note vocale si brute de ressentiment qu'elle m'a presque impressionné. Si Adli est parti pour de bon, c'est de ta faute. Si je perds des affaires parce que tu voulais de l'attention, c'est de ta faute aussi. J'ai écouté celle-là 2 fois, non pas parce qu'elle me faisait mal, mais parce qu'elle clarifiait tout. Le système familial en un seul souffle. Mon deuil n'avait jamais été une urgence. Pour eux. Leur inconvénient, si. Alors, j'ai pris une décision qui aurait semblé impossible à la version de moi qui cherchait encore l'approbation. J'ai bloqué Chase de façon permanente. J'ai bloqué Daniel. J'ai bloqué Suzanne après avoir envoyé un dernier message. J'ai enterré Rosie seule. Vous n'avez plus accès à moi après ça. Puis j'ai contacté un avocat et j'ai rédigé des instructions formelles limitant tout contact futur à l'email par l'intermédiaire d'une représentation légale si nécessaire. Je ne le faisais pas pour le drame. Je le faisais parce que le deuil m'épuisait déjà assez sans permettre aux architectes de ce deuil de continuer à entrer dans mon espace. 2 semaines plus tard, il y a eu une collecte de dons commémorative à mon école pour les mères endeuillées. Quelque chose que Megan avait discrètement organisé au nom de Rosie avec l'aide du directeur. Nous avons rassemblé des couches, des couvertures, des cartes cadeaux pour l'essence et des bons repas pour une fondation locale de perte infantile. Je me tenais dans la salle d'art après la sortie des classes, regardant des parents que je connaissais à peine déposer des fournitures et murmurer des condoléances. Et il m'a frappé que la compassion continuait de me trouver dans des directions que mon propre sang n'avait jamais pris la peine de chercher. Le même soir, Erika a appelé d'un numéro emprunté et m'a dit que Suzanne avait sangloté à des parents en disant qu'elle avait tout perdu à cause d'une seule phrase. Je me suis surprise à répondre avec un calme parfait. Non, elle a tout perdu à cause de la vérité dans cette phrase. C'était la différence que ma famille ne comprendrait jamais. Ils pensaient que l'effondrement avait commencé quand j'avais appuyé sur envoyer. Il a commencé quand ils se sont appris que ma douleur se classait en dessous de la commodité de Chase. J'ai juste refusé de continuer à porter le mensonge. Des mois plus tard, j'ai entendu par la famille élargie que Chase avait déménagé dans une plus petite agence. Suzanne s'était retirée de la plupart des cercles sociaux qu'elle contrôlait. Autrefois comme de l'oxygène, et Daniel était devenu le genre d'homme auquel les gens hochaient poliment la tête sans l'inviter nulle part. Je ne célèbre pas ces détails de la manière que certains spectateurs voudraient que la vengeance soit célébrée. Je ne danse pas dans mon salon parce que leur réputation s'est fissurée. Mais je ne le pleure pas non plus. Une conséquence n'est pas une tragédie simplement parce qu'elle atterrit enfin là où elle doit. La partie vraiment satisfaisante, si je suis honnête, n'était pas de les voir tomber. C'était de réaliser que je n'avais plus besoin d'eux pour m'élever. Le jour où j'ai arrêté d'essayer de sauver leur image était le jour où j'ai finalement commencé à sauver ma propre vie. Et pour une fille comme moi, élevée pour disparaître derrière les besoins de tout le monde, cela semblait plus radical que la vengeance ne pourrait jamais l'être. La première fête après les funérailles de Rosie était Thanksgiving, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas passé une seule seconde à me demander si je devais être là. Personne la plus mature. Cette envie était morte avec l'ancienne version de moi. La version qui croyait que l'endurance était la même chose que la bonté. Au lieu de cela,
J'ai passé la journée chez Meghan avec sa famille élargie bruyante. Aidant ses nièces à peindre des marque-places à la table de la cuisine pendant que les gratins cuisaient et que le football retentissait dans le salon. À un moment donné, sa grand-mère, qui en savait assez sur mon histoire pour être gentille mais pas intrusive, m'a serré la main et a dit « La perte vous montre qui apporte de la soupe et qui apporte des excuses ». J'ai emporté cette phrase avec moi parce qu'elle était simple et brutalement vraie. Dans les mois qui ont suivi, j'ai reconstruit ma vie de manière calme et pratique. J'ai suivi une thérapie de deuil et j'ai appris que la rage peut être saine quand elle est enfin dirigée contre les personnes qui l'ont mérité. J'ai créé un petit fonds de bourse à mon école pour les élèves qui avaient besoin de fournitures d'art. Et je l'ai appelé le coin de Rosie parce que je voulais que la courte vie de ma fille soit attachée à la beauté, pas seulement à la douleur. J'ai fait du bénévolat une fois par mois avec un groupe de soutien pour les mères qui avaient perdu des nourrissons. Et chaque fois que je m'asseyais dans ces cercles, je comprenais plus clairement que ma vraie vengeance n'avait jamais été d'humilier ma famille. C'était d'avoir refusé de laisser leur cruauté définir le dernier mot de l'histoire de ma fille. Suzanne essayait encore de temps en temps, par l'intermédiaire de parents ou de mes maladroits envoyés depuis de nouvelles adresses, de présenter ce qui s'était passé comme un malentendu, amplifié par le deuil. Daniel a écrit une fois que l'âge lui avait donné de la perspective et que la vie était trop courte pour rester divisée. Chez sa tante. Un dernier message par l'intermédiaire d'Erika, affirmant qu'il avait été une victime collatérale dans un conflit entre moi et nos parents. Je n'ai jamais répondu à aucun d'entre eux. Non pas parce que je brûlais encore de fureur chaque jour, mais parce que la paix est devenue plus facile une fois que j'ai arrêté de rouvrir la porte. C'est la partie que les gens en dehors de situations comme la mienne comprennent rarement. Ils pensent que tourner la page signifie la réconciliation. Que la guérison doit impliquer des relations restaurées, des photos de vacances, une bande-son douce et des excuses dramatiques à votre porte. Mais la guérison peut aussi ressembler à des serrures changées, des numéros bloqués, et la décision sacrée de croire ce que les gens vous ont montré la première fois. Mes parents ne m'ont pas perdu parce que je les ai exposés. Ils m'ont perdu le matin où ils m'ont laissé enterrer mon enfant seul, puis ont menti sur la raison. Tout ce qui a suivi n'était que la conséquence qui les rattrapait. Et la conséquence, contrairement au mythe familial, ne se soucie pas de savoir qui a été favorisé en grandissant ou qui a le droit de sourire sur la carte de Noël. Elle ne se soucie que de ce qui a été fait. S'il y a une leçon que je tirerai de tout cela pour quiconque écoute, c'est celle-ci. Être apparenté à quelqu'un ne lui donne pas droit à votre silence, à votre travail, ou à votre pardon. Le sang n'est pas un laissez-passer pour la négligence. Une histoire partagée n'est pas un passe-droit pour piétiner la douleur de quelqu'un et ensuite exiger un accès une fois que la foule se retourne contre vous. Pendant des années, j'ai pensé qu'être une bonne fille signifiait absorber la douleur avec grâce. Je pensais que l'amour ressemblait à une patience sans limite. Je pensais que la famille exigeait une compréhension infinie de la part de la personne qui demandait le moins. J'avais tort. L'amour se manifeste. L'amour écoute. L'amour ne classe pas l'agenda social d'un enfant au-dessus du bébé mort d'un autre enfant. Et quand les gens révèlent qu'ils sont incapables de ce genre d'amour, se protéger n'est pas de la cruauté. C'est une sagesse acquise à un prix terrible. Parfois, je pense encore au moment exact où j'ai appuyé sur envoyer sur ce message depuis le parking de la pharmacie. Je pense à quel point le monde était silencieux à l'intérieur de ma voiture par rapport au chaos que cela a provoqué au bord de cette piscine. Si je pouvais parler à la femme que j'étais juste avant ce moment, celle qui tremblait encore à cause de la terre du cimetière sur ses chaussures, je lui dirais ceci. Tu ne ruines rien qui n'était pas déjà pourri. Tu n'es pas trop dur. Tu n'es pas trop émotive.
Tu te tiens enfin là où la vérité peut te voir. Rosie aurait dû avoir des grands-parents qui se sont précipités à ses côtés, qui m'ont soutenu, qui savaient qu'il y a des moments dans la vie où chaque fête, chaque client, chaque liste d'invités devient insignifiante. Elle n'a pas eu ça. Je ne peux pas le changer. Mais je peux m'assurer que sa vie soit commémorée aux côtés d'une vérité claire. Elle n'a jamais été juste un bébé. Elle était ma fille. Elle a été aimée complètement. Et les gens qui ont traité sa mort comme un inconvénient ne m'ont pas perdu parce que j'étais vindicative. Ils m'ont perdu parce que je me suis finalement aimé, ainsi que mon enfant, assez pour arrêter de qualifier leur cruauté de normale. C'est le cœur de cette histoire. La partie que j'espère restera avec quiconque l'entend. La vengeance peut attirer l'attention, mais c'est la dignité qui dure. La fin la plus satisfaisante n'est pas que mes parents aient été embarrassés ou que le petit monde parfait de Chase se soit fissuré. C'est que je ne vis plus à l'intérieur de leur version de qui j'étais. Je porte la couverture de ma fille, mon deuil, mes limites et ma paix durement gagnée dans un avenir qu'ils ne peuvent pas toucher. Et après tout, cette paix ressemble moins à une fin qu'au premier début honnête de ma vie.